Sébastien, tu vas donc oui. parler de la série. Tu peux nous rappeler le titre? Alors c'est Making a Murderer. C'est une série. Alors au départ, je comptais parler En de films. français, ça veut dire quoi? Si Claire peut nous faire une traduction. La fabrique d'un meurtrier, ou la fabrication d'un meurtrier plutôt. On va y revenir sur ce titre parce que c'est extrêmement connoté. En fait, je suis allé au cinéma et entre les films français qui sont dans le fantasme du réel et entre les films américains qui sont dans la mythologie, j'avais besoin à un moment de me replonger dans quelque chose qui soit un peu en rapport avec la société. Et je me suis dit quoi de mieux pour cela qu'une série documentaire américaine de 10 heures sur une affaire criminelle. Du coup, j'ai regardé la série qui est disponible sur Netflix depuis fin d'année 2015. Alors, Avec Netflix, des DRM, c'est ça? oui, très certainement. Il faut savoir que la série a été proposée à d'autres chaînes de télévision américaines qui l'ont toutes refusée. Et c'est Netflix qui l'a choisi finalement de le diffuser. Pour leur pub, en tout cas, c'est une excellente décision. Mais le support est une autre question, effectivement. Alors, au début, il y a une affaire qui défraie la chronique dans un comté rural du Wisconsin, au nord des États-Unis, le comté de Manitowoc. En 1985, alors c'est une affaire qui court sur 30 ans, elle n'est pas encore terminée. En 1985, donc, c'est un propriétaire d'une casse automobile qui s'appelle Stephen Avery, qui est arrêté pour une agression sexuelle et il fait 18 ans de prison. Au bout de 18 ans de prison, il est innocenté sur la base d'un test ADN. Il en sort et forcément, à cette occasion, il y a tous les détails de l'enquête qui a été effectuée en 85 qui ressortent. Et ce qui est hallucinant, c'est la manière dont l'enquête a été bâclée et menée totalement à charge. La police de Manitowoc avait une dent contre Stephen Avery. En fait, c'est le résidu d'une famille de marginaux, blancs, déclassés, pauvres, et il partait vraiment avec de sacrés handicaps dans la vie. Et en plus, la victime de l'agression, qui ne se souvenait pas très bien du visage de son agresseur, elle faisait partie plutôt de la haute société, une personne en vue, et ça n'a pas forcément aidé. Donc, malgré un alibi en béton, confirmé par 16 témoins oculaires, ce qui n'est pas rien, la police a chargé Stephen Avery, et ce mec a donc fait 18 ans de prison. Quand il a été relâché, on a découvert des trucs hallucinants, comme le fait que la police d'un autre comté avait prévenu la police de Manitowoc en leur disant « Eh, attention, nous on a arrêté un type qui dit être coupable d'un crime qui a été imputé à quelqu'un d'autre. Donc vous avez dans vos prisons quelqu'un qui est innocent. » Ça, c'était 10 ans après les faits, et rien n'a été fait. Donc Stephen Avery a passé encore 8 ans de plus en prison. Et alors du coup, il y a un mélange d'incompétence et de malveillance derrière tout ça qui est absolument spectaculaire. Ce qui fait que quand Stephen Avery a été relâché 18 ans donc après avoir été emprisonné, en 2003, il y a eu un scandale retentissant. Les autorités du Wisconsin ont fait une loi qui portait son nom, et en gros, le but c'était d'éviter que des erreurs judiciaires de cette ampleur arrivent à nouveau. Et rassure-moi, il a récupéré beaucoup d'argent au minimum. Ben, il a essayé. Sauf que là, ce n'est que le début de cette histoire, parce que là, on en est encore dans le cadre du vraisemblable. Là, on va rentrer dans le rocambolesque. Stephen Avery, donc, passe quelques mois dans sa famille et puis il décide à un moment d'obtenir réparation. Donc, il intente un procès contre les autorités de son comté en demandant 36 millions d'euros de dollars, c'est pas pareil, quoique. Parce que, en gros, 18 ans de sa vie perdue, c'est pas rien. Et juste à ce moment-là, mais vraiment, c'est concomitant, on découvre le corps d'une femme disparue, une jeune photographe, dans son entreprise ou à côté, et le crime lui est tout de suite imputé. Rebolote. Pourquoi? Puisqu'il était innocent du premier, pourquoi est-ce qu'on lui impute le deuxième? Parce qu'il y a une série de circonstances qui font qu'il est le suspect numéro 1, le suspect logique. Il est le dernier à avoir vu la personne. Et puis forcément, il y a des théories qui se mettent à circuler sur le fait que, bon, il a fait 18 ans de prison pour rien, quelque part, il se dit, bon, bah, allons-y, quoi. Tant qu'à faire, méritons la prison. Bon, c'est une affaire particulièrement glauque, je vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que en 2005, donc au moment où cette affaire éclate, 2 journalistes new-yorkaises, Moira Demos et Laura Ricciardi, 2 étudiantes en journalisme, elles entendent parler de cette affaire-là et elles décident de se rendre à Manitowoc en se disant c'est une matière un bon documentaire. Et il faut croire qu'elles ont eu le nez creux parce que la suite va vraiment prouver que c'est une affaire tellement exemplaire que on croirait qu'elle est fabriquée de A jusqu'à Z pour les besoins de ce documentaire. Donc sur 10 ans, elles vont accumuler des centaines, voire des milliers d'heures d'interviews, elles vont disséquer et monter des centaines d'heures également de vidéos de procès, d'interrogatoires, parce que tout est filmé, ce qui rend la chose encore plus impressionnante. On voit les interrogatoires qui ont amené à des aveux qui sont extorqués. Enfin, il y a De nouveaux aveux, tu veux dire. Enfin, c'est-à-dire que là, pour le deuxième crime, il a été mis en prison et on l'a fait avouer
sans qu'on sache C'est exactement. très complexe. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait déflorer le sujet, mais il faut savoir que cette fois-ci, il y a eu 2 accusés. Stephen Avery, qui, comme la première fois, n'a fait que clamer son innocence, et son neveu, qui a 16 ans, et qui est un retardé mental léger, on peut dire, et à qui la police a soutiré des aveux d'une manière ahurissante, et ça a été filmé, et c'est un cas d'école d'abus policier, en quelque sorte. Ces documentaristes, avec cette espèce de masse d'informations incroyable, donc pendant 10 ans, se sont intéressés à cette affaire, plutôt du côté de la défense, en interrogeant Stephen Avery, en interrogeant ses parents, ses avocats, et elles ont mis à jour des éléments troublants qui ont jeté un doute sur la manière dont a été menée la deuxième enquête, celle du deuxième meurtre. Et la fameuse loi qui est sortie justement par rapport à cette affaire, à sa sortie de prison, elle n'a pas marché pour la deuxième affaire? Non. Et d'ailleurs, ils ont été très emmerdés parce qu'ils ont essayé d'enterrer le truc rapidement. La loi était déjà votée, c'est dommage. Elle avait son nom. Et bref, ça a créé une espèce de malaise. Et du coup, il a totalement été laissé tomber par les autorités parce qu'on s'est dit, oula, on a misé sur le mauvais cheval, on a tout misé sur cette erreur judiciaire, alors qu'en fait, le mec, c'est un vrai meurtrier. Ce que ne corrobore pas vraiment l'enquête menée par les avocats de la défense, pour le coup, qui se sont vraiment impliqués dans cette deuxième... La première fois, c'était un avocat commis d'office, qui a mal fait son boulot, mais la deuxième fois, il avait vraiment une défense béton, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments troublants. Le fait que la police de Manitowoc, qui était censée être jugée partie, donc elle devait pas se rendre sur les lieux et enquêter, parce que quelque part, elle était accusée d'une erreur qui allait lui coûter 36 millions de dollars. Oui, mais c'est compliqué de se passer de la police pour faire une enquête. Oui, mais tu fais appel à la police d'à côté. Sauf que la police d'à côté, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait appel également à la police du coin. Et il y a une espèce de mélange des genres qui jette tout de suite une espèce de rideau de fumée très très particulier sur cette histoire. C'est très compliqué et c'est très louche en fait. Enfin, il y a tellement de rebondissements, de détails, de retournements de situation que, d'abord, je vais pas vous en parler, ce serait déflorer le sujet encore une fois. Et puis surtout, faut savoir que c'est suffisamment plein pour occuper largement 10 épisodes d'1 heure d'une série américaine. À part le fait qu'il y a donc beaucoup de rebondissements et d'événements, pourquoi est-ce que tu nous conseilles de regarder cette série, si tu nous le conseilles? Oui, alors je vous la conseille clairement. Sinon, j'aurais parlé de cinéma, mais il n'y a rien à conseiller. D'abord parce que c'est un thriller. Donc, pour le côté spectaculaire de la chose, en pur consommateur d'images, on assiste à des choses qui sont renversantes et qu'on n'aurait pas pu imaginer dans une fiction. Un scénariste hollywoodien qui sort cette histoire-là, on lui dit « tu revois ta copie », ce n'est pas possible, c'est totalement pas crédible. Donc, ça rappelle que la fiction est toujours dépassée par le réel. Et rien que ça, c'est intéressant. C'est un peu scénarisé ou il y a des acteurs à un moment ou c'est vraiment entièrement un documentaire? Entièrement un documentaire. Il n'y a aucune fiction. Avec voix off et tout ça ou... Justement, ça c'est l'un des intérêts du documentaire, c'est qu'il n'y a pas de voix off, c'est très sobre. On peut juste reprocher alors 2 choses. La première, c'est une musique qui en rajoute un peu dans le côté émotion, etc. Mais par rapport à ce que ça aurait pu donner dans d'autres mains, ça reste un péché véniel, on va dire. La deuxième chose qu'on a reproché à ce documentaire, en fait, c'est son point de vue. C'est-à-dire que clairement, les documentaristes se placent du côté de l'erreur judiciaire, du côté du complot, du côté de la défense, et ça n'a pas été manqué de leur être reproché. Mais c'est déclaré dès le début, en fait, dans le titre qui est La fabrique du meurtrier, on sait tout de suite de quel côté elle se place. Ce qui est intéressant surtout, c'est ce que, au-delà de l'aspect spectaculaire, c'est le côté exemplaire. Ça montre vraiment le mécanisme de l'erreur judiciaire. Comment une personne marginale, sans défense vraiment, même s'il était un peu plus aidé pour la deuxième partie de son procès, qui à moitié illettré, voire un peu débile, on peut le dire pour le neveu, se retrouve en fait broyé dans un système qui, alors en l'occurrence c'est le système américain, mais ça peut se transposer ailleurs. Alors, c'est effectivement des choses que j'avais entendues de la part de gens qui se retrouvaient face à la justice, et notamment suite à des erreurs, où ils ont l'impression de tomber dans un système qui est entièrement tourné vers l'objectif de les faire condamner. Et là, c'est clairement le cas. Des pistes ont été ignorées. Tout a été fait depuis le début pour le rendre coupable. Qu'il soit coupable ou non, mais en tout cas, il n'y a pas eu de procès équitable pour lui. Et quelque part, c'est encore pire, puisque le fait qu'il ait été accusé et condamné à 20 ans de prison, qu'il ait passé presque 20 années de prison à tort, c'était pas une circonstance atténuante pour lui. C'était aggravant. Parce que le système ne pouvait pas accepter, quelque part, si on peut lui donner une espèce de conscience, que quelqu'un qui a montré ses limites, qui les a exposées au grand jour, s'en sorte. Et ça a quelque chose de vraiment terrifiant, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'est-ce qui se passerait si un jour, moi, je me retrouvais dans une telle mécanisme. C'est presque comme le procès de Kafka,
quelque part, le destin de cet homme lui a totalement échappé. J'ai quand même envie d'ouvrir une parenthèse en rappelant un procès énorme qui va avoir lieu, enfin qui commence en Angleterre et qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est donc le procès de toutes les personnes des années 80 qui ont été accusées d'agression sexuelle. Ça ressort seulement maintenant et ça concerne tellement de gens de l'intelligentsia anglaise, tellement de personnes qu'il était impossible de trouver un juge qui ne soit pas jugé parti. Et donc la juge qui va s'occuper de l'affaire est néo-zélandaise pour qu'elle n'ait aucun contact. Pour dire l'ampleur de l'affaire, il y a plus de 700 victimes. C'était quoi, un réseau de prostitution de mineurs? C'est pas uniquement un réseau, en fait. C'est énormément de notables qui ont fait ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, avec qui ils voulaient, et qui ont été couverts par leurs amis juges, leurs amis notables, leurs amis membres de l'intelligentsia politique à l'époque, etc. Il y a un humoriste qui a résumé ça d'une manière glaçante en disant à quoi reconnaît-on un agresseur sexuel des années 80? Il était adulte à cette époque-là. C'est pour vous dire à quel point ça touche toutes les couches de la Ça a société. l'air d'être une spécialité anglaise. Alors, j'ai oublié la ville, mais il y a une ville industrielle britannique où il y a eu pareil un réseau, alors a priori plutôt tenu par des Pakistanais et qui a sévi sur des gamines. Je dirais que c'est pas une spécialité anglaise, c'est que les Anglais ils ont le courage d'affronter ce genre de problème. Je pense pas que c'est qu'en Angleterre. En tout cas, pour revenir à cette affaire-là, ce qui est intéressant surtout, c'est d'abord le fait que les documentaristes laissent le spectateur faire sa propre opinion, même si c'est un peu le montage, on sent qu'il y a un point de vue, il est quelque part assumé, et elles se placent toujours du côté de la défense. Elles ont quand même contacté le côté de l'accusation, mais il n'a pas répondu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça c'est rigolo parce que le procureur dit oui, mais en fait, moi j'ai voulu y participer à ce documentaire, mais on m'a dit que c'était pas possible. Ce qui contredit totalement la version du documentarisme, mais c'est pour dire un peu l'ampleur que prend cette affaire aux États-Unis. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir à quel point, en tant que citoyen et en tant que spectateur, on est confrontés devant cette série à nos propres a priori sur le complot, par exemple. Moi personnellement, l'idée du complot, c'est quelque chose qui m'est étranger. Je considère souvent que le complotisme est une manière commode d'expliquer le monde, mais confronté à cette affaire-là, forcément cette idée d'un complot policier effleure l'esprit et ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie aussi au fait que plus on apprend de choses sur une affaire, plus on se penche sur un événement, plus il devient opaque. Et là, ça renvoie à d'autres éléments récents ou plus ou moins anciens, comme l'assassinat de Kennedy ou le 11 septembre, où en fait, plus on a d'informations sur un sujet, plus il y a de commentaires, et plus à un moment, on a l'impression de ne plus rien saisir, de ne plus rien comprendre. À la fin, je défie qui que ce soit de pouvoir dire si Stephen Avery est coupable ou pas, mais c'est pas la question, en fait. C'est juste de montrer la complexité du réel se retrouve broyé par un système, quel qu'il soit, de pouvoir qui, à un moment, doit simplifier les choses et doit désigner le mal, le bien, le coupable, l'innocent. Et c'est assez terrible. Si tu dis qu'il y avait 16 témoins qui l'ont vu C'était pour la première affaire. pour la première affaire, ça devrait nous prouver qu'il était innocent la première fois. T'inquiète pas, hein, c'est pas parce qu'il y a des témoins qu'on peut pas passer outre. Et puis il a été reconnu innocent la première fois, mais là il est toujours en prison. Il est retourné en prison. Encore une fois, je préfère ne pas trop en dire, parce que c'est une série que j'ai vraiment envie que vous regardiez. Il faut savoir donc, quand ça a été diffusé fin 2015, que le public américain s'est emparé de cette histoire, notamment par forum interposé, qu'il y a une pétition qui réunit pas moins de 128 000 personnes, ce qui n'est pas rien, qui a été adressée au président Obama, qui a bien été en peine de répondre, à part de dire oui, mais constitutionnellement, c'est pas une cour fédérale qui l'a accusé, donc je peux pas le gracier. Et en fait, il y a tellement de débats que l'affaire peut toujours être ouverte un jour ou l'autre et qu'on n'est pas à l'abri d'une saison 2 de Making a Murderer. Ensuite, le problème, c'est comment voir Making a Murderer en France. Donc, si on n'est pas abonné à Netflix... Qui encouragerait le piratage. Eh bien, justement, non. Je vais dire, si on n'a pas envie de passer par des voies inavouables et que la morale et la loi réprouvent, sachez qu'au moins le premier épisode de la série a été diffusé en clair et est disponible sur YouTube avec des sous-titres en français et que rien que cet épisode-là mérite vraiment le coup d'œil. Sébastien, merci pour cette critique. Et donc, oui, Magali. Oui, moi, je vais aller le voir, le premier épisode. D'accord.